Mon mari a appelé sa mère parce que je lui ai demandé de faire la vaisselle alors que j'étais enceinte. Après qu'elle a débarqué de force chez moi, j'ai changé la serrure, je l'ai mis dehors et j'ai repris ma vie en main. Au moment où mon mari a appelé sa mère à cause d'un évier plein de vaisselle, j'étais déjà si fatigué. Je pouvais sentir ma patience quitter mon corps comme de la vapeur. J'étais enceinte de 16 semaines de notre premier bébé, une fille. Bien qu'à ce moment-là, je continuais à dire le bébé parce que dire ma fille rendait tout trop réel, trop grand, trop fragile. Mon mari est rentré de son travail de support technique ce jour-là avant moi, ce qui signifiait qu'il était dans l'appartement depuis des heures. Des heures, pas des minutes, pas un je viens de rentrer, 2 heures. Quand j'ai ouvert la porte, mon bas du dos me lançait. Mes chaussures me semblaient être de petits instruments de punition, et la première chose que j'ai vue, c'est l'évier de la cuisine rempli comme si quelqu'un avait organisé un petit brunch déprimant. Je suis resté là, mon sac encore sur l'épaule, et j'ai dit, « Peux-tu s'il te plaît laver ça ?» Il était sur le canapé, sa manette de jeu à la main. Il n'a même pas mis le jeu en pause au début. Il a juste penché la tête comme si je lui avais demandé d'installer un toit. « Je suis fatigué », a-t-il dit. « Je le ferai plus tard. » J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. C'était ce petit rire que l'on fait juste avant de dire quelque chose qui pourrait changer l'atmosphère dans une pièce. « Tu es fatigué. » Il a soupiré. « Ne commence pas cette phrase. Ne commence pas. » Comme si mon épuisement était un passe-temps. Comme si mes chevilles enflées, mes nausées, mon travail à plein temps et l'appartement dans lequel nous vivions tous les deux étaient un podcast ennuyeux que je l'obligeais sans cesse à écouter. « Je ne commence rien, ai-je dit. Je te demande de laver la vaisselle que tu as utilisée. » Il a jeté la manette sur le coussin. « Pourquoi dois-tu rentrer avec cette énergie tous les jours ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ses chaussettes étaient par terre à côté de la table basse. Il y avait un bol à côté de lui avec des céréales séchées dedans parce qu'apparemment, nous vivions avec un raton laveur qui ne payait pas de loyer. Sa mère l'avait déjà appelé 2 fois ce jour-là. Je le savais parce qu'il la mettait toujours sur haut-parleur pendant au moins la première minute, comme si l'appartement lui-même avait besoin d'entendre sa voix. « Mon énergie ?» ai-je dit. « J'ai travaillé toute la journée. » « Moi aussi. » Tu étais assis à un bureau. Il s'est levé et a dit, « Je dois supporter des gens qui me crient dessus toute la journée. Et moi je dois supporter des gens qui saignent, vomissent, pleurent et tombent de leur lit, ai-je lâché. Puis je rentre à la maison et je dois m'occuper de ta vaisselle. » Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Puis, au lieu de se diriger vers l'évier, au lieu de faire un seul pas d'adulte pour résoudre le problème, il a pris son téléphone. Non. Il a appelé sa mère, juste là, devant moi. « Maman », a-t-il dit de cette voix. Vous connaissez cette voix. Soudainement plus douce, soudainement blessée, soudainement celle d'un garçon de 12 ans. Elle me crie encore dessus. J'ai senti tout mon corps s'immobiliser. Encore. Pas nous nous disputons. Pas j'ai fait une bêtise. Pas même elle est en colère. Juste elle me crie encore dessus, comme si j'étais une créature instable qui s'était échappée d'une cage et qu'il avait besoin d'un dresseur qualifié. J'ai dit, « Tu es sérieux ?» Il s'est détourné de moi et a baissé la voix, mais pas assez. Il voulait que j'entende. C'est la partie que je ne me suis avoué que plus tard. Il voulait que je sache qu'il avait du renfort. Sa mère a dit quelque chose au téléphone, de manière sèche et rapide. Je n'ai pas pu distinguer chaque mot, mais j'ai entendu mon nom et j'ai entendu « La grossesse n'excuse pas tout ». C'était la première fois cette nuit-là que je touchais mon ventre sans y penser. Je voulais attraper le téléphone et lui demander si elle voulait aussi venir récurer la poêle, puisqu'apparemment elle avait rejoint le mariage. Au lieu de ça, je suis resté là, tenant mon sac de travail, me sentant comme une idiote dans ma propre cuisine. Il est resté au téléphone pendant près de 20 minutes. La vaisselle est restée dans l'évier. Je l'ai finalement lavé parce que je devais faire disparaître l'odeur et parce que j'étais trop en colère pour m'asseoir. C'est la partie stupide. On peut être furieux et être quand même celui qui rince la sauce d'une assiette. On peut trembler de ressentiment et savoir quand même que si on laisse la poêle jusqu'au matin, ce sera pire. Le lendemain matin, sa mère est arrivée. Pas de texto, pas d'appel, pas de petit laisse le bon moment. Elle a juste frappé,
puis a utilisé le coup comme une formalité parce que mon mari a ouvert la porte avant même que j'atteigne le couloir. Elle est entrée, vêtue de ce cardigan beige qu'elle portait toujours quand elle voulait paraître douce tout en disant quelque chose de méchant. Je portais des leggings, un sweatshirt géant et pas de soutien-gorge parce que c'était mon jour de congé, et j'avais prévu de le passer à prétendre que le monde n'existait pas. Mon fils m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'ai regardé mon mari. Il a soudainement trouvé le sol fascinant. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Ai-je demandé. Que tu es rentré en colère et que tu t'en es pris à lui. J'ai littéralement cligné des yeux. Je lui ai demandé de faire la vaisselle. Tu l'as attaqué après qu'il a travaillé toute la journée. Il n'a pas fait la vaisselle. Ce n'est pas ton serviteur. J'ai failli rire à nouveau, mais celui-ci aurait eu des dents. Moi non plus, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Ne déforme pas les choses. Tu es enceinte, et je comprends les hormones. Crois-moi, j'ai eu des enfants. Mais tu n'as pas le droit de manquer de respect à mon fils dans sa propre maison. Sa propre maison. L'appartement était à nos deux noms. Le loyer était de 1200 $ par mois, partagé depuis le compte où nous mettions tous les deux de l'argent, mais bien sûr, sa maison. J'étais juste la locataire émotionnelle qui portait son enfant. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Il se tenait près du réfrigérateur comme une plante décorative. J'ai dit, votre fils a 31 ans. Elle a répliqué sèchement, et il est toujours mon fils. Voilà, la phrase qui expliquait tout et ne résolvait rien. Après son départ, je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'impliquer ta mère dans nos disputes. Il s'est frotté le visage. Je ne l'ai impliqué dans rien. Je me suis défoulé. Elle est venue à notre appartement pour me gronder. Elle se soucie de nous. Elle s'ingère. C'est la famille. Je suis ta femme. Il s'est tu, et d'une certaine manière, ce silence faisait plus mal que la dispute parce qu'ils n'étaient pas en désaccord. Ils ne savaient tout simplement pas quoi en faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir des choses que j'avais poliment évitées pendant des années. Avant ça, j'avais tout un musée d'excuses. Il était juste proche de sa mère. Il était un peu gâté mais inoffensif. Elle avait une forte personnalité. Il s'habituerait au mariage. Les gens ne deviennent pas magiquement adultes du jour au lendemain. J'étais trop sensible. J'avais été élevé différemment. Peut-être que j'en attendais trop. J'étais si doué pour expliquer mon propre malheur que j'aurais pu donner un cours. Mais une fois qu'on voit un schéma, c'est impoli. Il ne vous laisse pas l'ignorer. Il n'avait jamais lavé un évier plein de vaisselle à moins que je ne me tienne à côté de lui et que je rende la situation bizarre. Il n'avait jamais payé une facture à moins que je ne le lui rappelle, puis que je le lui rappelle encore, puis que je lui demande s'il l'avait fait, pour ensuite me faire traiter de contrôlante pour avoir demandé. Chaque dispute que nous avions développait en quelque sorte une troisième personne en quelques heures. Sa mère l'appelait, ou m'appelait, ou apparaissait avec de la nourriture et des opinions, généralement les deux. Et son père était toujours là, silencieux, présent en arrière-plan comme un meuble. Il venait dîner, s'asseyait à côté d'elle pendant qu'elle corrigeait tout le monde, et n'a jamais dit une seule fois, peut-être, laisse-les tranquilles. Je pensais qu'il était pacifique. Plus tard, j'ai réalisé que le silence peut être sa propre forme de permission. Au moment où tout a éclaté entre nous, j'ai appris par la famille qu'il avait discrètement déménagé. Pas d'annonce, pas de drame, juste parti un jour. Apparemment, même les meubles avaient des limites. Quelques jours après l'incident de la vaisselle, j'ai appelé ma mère. Je ne lui ai pas tout dit au début. Je lui ai donné la version légère, le genre que l'on donne quand on a peur que la version complète fasse paraître sa vie pire que ce que l'on est prêt à admettre. Alors, sa mère est venue à cause de la vaisselle, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air désinvolte. Ma mère est restée silencieuse une seconde. Elle est venue parce que tu as demandé à ton mari de faire la vaisselle? Quand tu le dis comme ça semble insensé. Ça semble insensé parce que c'est insensé. Je me suis assise sur le bord du lit, frottant mon pouce sur un fil lâche de la couette. Elle a dit que je lui avais manqué de respect. Ma mère a émis ce petit son las. Chérie, je m'inquiète pour cette famille depuis un moment. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ai-je demandé. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, tu le défendais. Je détestais qu'elle ait raison.
Je le détestais tellement que j'ai failli raccrocher. Elle a dit, je peux venir quand la grossesse sera plus avancée, ou plus tôt. Je vais bien. La voilà de nouveau. Mon mensonge préféré. À peu près à la même époque, j'ai commencé à remarquer le courrier. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé une enveloppe déchirée dans la poubelle, même pas bien cachée, juste déchirée en deux, poussée sous une serviette en papier comme un enfant qui cache des brocolis. J'ai vu le nom d'une société de financement sur la partie supérieure, et une partie du mot « avis ». Le montant était arraché. Je suis resté là, la poubelle ouverte, mes doigts sur le bord du papier, et j'ai senti cette étrange petite zone de froid dans mon estomac. Puis il est entré dans la cuisine, et j'ai laissé tomber le couvercle comme si j'avais été prise en train de faire quelque chose de mal. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui parce qu'apparemment oui était mon réglage par défaut, même quand mon corps criait non. Sa mère continuait de venir. Elle apportait des gratins, des soupes et des petits récipients de nourriture avec des étiquettes, tous pour lui. Elle disait des choses comme « J'ai fait ton plat préféré parce que je sais que tu as été stressé », pendant que je me tenais là en blouse, enceinte, affamée et invisible. Une fois, elle lui a tendu un récipient et a dit « Assure-toi de manger. Tu oublies quand tu es débordé. » J'ai dit « Il se souvient très bien des encas. » Elle m'a regardé comme si j'avais jeté une chaise. Il a dit « Tu ne peux pas faire ça au travail ?» J'ai commencé à devenir plus silencieuse. Ce n'est pas mon genre. Je suis habituellement la personne qui fait des blagues stupides au poste des infirmières parce que si on ne rit pas dans un hôpital, on pleure dans le placard à fourniture. Mais j'ai commencé à dériver à travers mes gardes comme si ma tête était pleine de brouillard. Une des infirmières avec qui je travaillais m'a prise à part pendant le déjeuner. Elle n'était pas encore ma meilleure amie. Pas à l'époque, mais c'était le genre de personne qui remarque les choses sans en faire tout un spectacle. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai failli dire oui parce que, encore une fois, maladie, mais ma bouche a fait autre chose. Je pense que la mère de mon mari est en train de ruiner mon mariage. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas fait semblant d'être choquée. Elle a juste glissé sa tasse de pudding intacte vers moi et a dit « Raconte-moi ». Alors, je lui ai raconté. Pas tout, mais assez. La vaisselle, les appels téléphoniques, les visites surprises, la façon dont il changeait quand elle entrait dans la pièce, la façon dont je me sentais en compétition avec la femme qui l'avait élevé, d'une manière ou d'une autre. En train de perdre un jeu auquel je n'avais jamais accepté de jouer. Elle a écouté, puis a dit « Tu n'exagères pas ». J'avais tellement besoin de ces mots que j'ai failli pleurer dans mon sandwich. C'est comme ça qu'ils vous tiennent à carreau. Elle a dit « Ils font en sorte que la limite semble être le problème ». Ce soir-là, mon mari m'a comparé à sa mère. Nous plions des vêtements de bébé que quelqu'un du travail m'avait donnés, ou plutôt, je les pliais pendant qu'il était assis sur le lit, faisant défiler son téléphone. Je me suis plainte d'avoir la nausée et d'être fatigué, et il a dit, ma mère a dit qu'elle n'avait jamais été aussi dramatique quand elle était enceinte. Pardon ? Il a haussé les épaules. Elle a eu 2 enfants. Elle travaillait aussi. Tant mieux pour elle. Je dis juste. Non, tu ne dis pas juste. Tu répètes. Il a froncé les sourcils. Répéter quoi ? Ce qu'elle t'a dit de dire. Oh mon Dieu. Tout ne tourne pas autour de ma mère. Je voulais dire, alors pourquoi est-elle dans chaque pièce avec nous, même quand elle n'est pas là ? Au lieu de cela, j'ai mal plié le body et je l'ai mis dans la mauvaise pile. Petite rébellion. Très courageux de ma part. Mon rendez-vous de 18 semaines était sur notre calendrier partagé depuis des mois. Je le lui ai rappelé la veille au soir. Je le lui ai rappelé ce matin-là. J'ai même envoyé un texto avec l'adresse parce que j'avais appris que le mariage avec lui exigeait le genre de documentation que les gens utilisent pour les contrôles fiscaux. Il a promis qu'il serait là. Ma collègue et moi avions prévu d'aller ensemble à l'hôpital avant le rendez-vous parce qu'elle devait déposer quelque chose à proximité. Elle a proposé de s'asseoir avec moi dans la salle d'attente jusqu'à son arrivée, et je lui ai dit que c'était gentil, mais pas nécessaire. Il m'a envoyé un texto alors que je me garais. Le robinet de la cuisine de maman fuit. Je passe vite fait. J'arrive bientôt. Je l'ai lu 2 fois. Un robinet. Pas une canalisation éclatée, pas une inondation, pas de l'eau qui coule d'un plafond.
Un robinet de cuisine. Le genre de chose sous laquelle on met un bol en attendant d'appeler quelqu'un qui répare les robinets pour gagner sa vie. J'ai tapé, tu es sérieux? Il a répondu, j'ai dit que j'arrive bientôt. N'en fais pas toute une histoire. Le revoilà. Mon talent magique, transformer les choses en histoire. Ma collègue est entrée avec moi. Elle n'a pas posé trop de questions. Elle s'est juste assise à côté de moi et m'a tendu des mouchoirs quand j'ai commencé à pleurer sans raison. Sauf que ce n'était pas sans raison. C'était la salle d'attente pleine de couples et de partenaires et de gens se tenant la main et un homme lisant des prénoms de bébés sur son téléphone, riant avec sa femme. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Il n'est jamais venu. Quand je suis rentré ce soir-là, mon mari et sa mère sont arrivés ensemble, comme si le robinet avait formé un groupe de soutien. Elle est entrée en disant, c'était pire qu'il ne le pensait. Les problèmes d'eau peuvent devenir sérieux. J'ai dit, alors vous auriez dû appeler un plombier. Sa bouche s'est crispée. Pourquoi dépenserait-il de l'argent quand il peut aider sa mère? Parce qu'il avait un rendez-vous prénatal. Il aidait sa famille. Je suis sa famille. Mon mari se tenait là, tenant ses clés, ne disant rien. Je me suis tourné vers lui. Dis quelque chose, a-t-il marmonné. Tu pourrais être moins direct. Je l'ai dévisagé. Sa mère a hoché la tête. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là. Je ne le lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas dit de ne pas le faire. Je suis juste resté allongé dans le lit avec une main sur mon ventre, complètement éveillé, et j'ai senti ma fille bouger pour la première fois. C'était minuscule, comme un battement d'aile, comme un coup secret de l'intérieur de mon propre corps. Et j'ai pleuré parce qu'elle était là, et parce qu'il n'était pas là, et parce que d'une manière ou d'une autre, le plus heureux petit mouvement de ma vie s'est mêlé au sentiment le plus laid. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit qu'il avait manqué le rendez-vous. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Ma mère a beaucoup de défauts, mais elle sait quand le silence est plus percutant. Elle a juste dit, je m'inquiète pour toi. Pour une fois, je n'ai pas discuté. Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma cuisine réarrangée. Les assiettes étaient dans un placard différent. Mes épices étaient alphabétisées, mal. Les tasses à café avaient été déplacées sur une étagère trop haute pour que je puisse les atteindre confortablement, ce qui semblait personnel même si ce n'était pas le cas. Dans la chambre du bébé, les petits vêtements que j'avais pliés par taille avaient été relavés, empilés différemment, et ils sentaient l'assouplissant de ma belle-mère. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, tenant un paquet de couches, et j'ai senti quelque chose en moi s'effondrer. Elle avait été dans mon appartement pendant que j'étais au travail, pas avec moi, pas après avoir demandé. Elle avait utilisé une clé. Quand mon mari est rentré, j'étais assise à la table de la cuisine, les portes des placards changées ouvertes comme des preuves. As-tu donné une clé à ta mère? Il s'est figé une demi-seconde. Pas assez longtemps pour qu'un étranger le remarque. Assez longtemps pour une femme. Elle en a une pour les urgences. J'ai ri. Quelle urgence impliquait de déplacer mes tasses? Elle essayait d'aider. Elle a fouillé notre maison. Notre maison? Tu veux dire notre maison? Où ma mère n'est apparemment pas autorisée à aider? Ne fais pas ça. Ne fais pas comme si j'étais méchante. Elle est entrée sans me le dire. Tu devrais être reconnaissante. C'est le mot qui a tout déclenché. Reconnaissante. J'ai dit, récupère la clé. Il a dit, non. Juste comme ça. Pas de discussion. Pas de laisse-moi réfléchir. Pas de peut-être que nous avons besoin de limites. Juste non, parce que l'accès de sa mère à ma maison était apparemment plus important que mon confort à l'intérieur. 2 jours plus tard, ma cousine m'a appelé. Ta belle-mère m'a invité à prendre un café. Bien, a-t-elle dit. Je me suis redressé dans mon lit. Quoi? Oui. Elle a dit qu'elle voulait mieux connaître ton côté de la famille avant l'arrivée du bébé. Mon estomac s'est noué, et ma cousine a hésité. Elle a dit que tu avais des difficultés, genre, émotionnellement. Elle a dit, la grossesse a changé ton comportement et son fils souffre à la maison. J'ai eu si chaud, si vite, que j'ai repoussé la couverture. Elle a dit ça? Elle a agi comme si elle était inquiète,
mais j'ai eu l'impression, je ne sais pas, qu'elle plantait quelque chose. Planter quelque chose. Exactement. Cette semaine-là, j'ai vérifié le compte joint. 2 retraits en espèces, le même week-end, $350 au total. Pas de note, pas de facture, pas d'explication. Quand je lui ai demandé, il a à peine levé les yeux de son téléphone. C'était pour un ami. Quel ami? Un ami du travail. Pourquoi? Il avait besoin d'aide. Avec de l'argent? Il a soupiré. Peux-tu arrêter de m'interroger? Le voilà. Le ton, comme si j'étais une flic et non la femme dont le salaire allait sur ce compte. Comment s'appelle-t-il? Pourquoi? Parce que tu as pris de l'argent de notre compte joint. Il s'est levé. J'ai dit que je m'en étais occupé. Tu ne t'en es pas occupé si je le découvre sur un relevé bancaire. Il est sorti de la pièce. J'ai gardé le relevé, plié. Je l'ai mis dans mon sac de travail. Je ne savais pas encore ce que je construisais, mais une partie de moi avait commencé à collecter des briques. Plus tard, au bureau de l'avocate, ces retraits en espèces n'ont jamais eu d'explication claire non plus. Peut-être qu'ils étaient pour un ami. Peut-être qu'ils étaient pour le robinet de sa mère qui avait apparemment aussi besoin de financement liquide. J'ai arrêté d'essayer de rendre compte de chaque dollar et j'ai commencé à ne rendre compte que des miens. Puis est venue la fête prénatale. Ou devrais-je dire, la fête prénatale que ma belle-mère a annoncée comme si elle lançait un événement public. Je l'ai appris par sa tante. Elle m'a envoyé un texto, trop excité pour la fête le 10. As-tu besoin d'aide pour les décorations? J'ai fixé le message tout en étant debout dans l'épicerie, tenant un sac de pommes. Quelle fête? Ces petites bulles de frappe sont apparues, ont disparu, sont réapparues. C'est ainsi que j'ai su qu'elle avait réalisé qu'elle avait mis les pieds dans le plat. Oh, ta belle-mère a dit qu'elle l'organisait. Peut-être qu'elle voulait te faire une surprise. Surprise, mon nouveau mot le moins préféré. J'ai appelé ma belle-mère juste là, dans le rayon des fruits et légumes. Je ne me suis même pas éloigné des pommes. Laissez les étrangers m'entendre. Peut-être qu'ils avaient besoin de divertissement. Elle a répondu gentiment. Bonjour, ma chérie. Ma chérie. J'ai failli mordre mon téléphone. Organises-tu une fête prénatale pour moi? Une pause. Pour le bébé, sans me demander? J'aide. Tu l'annules. Sa voix s'est durcie si vite que j'ai entendu la vraie femme pousser la gentille hors de sa chaise. Pardon? J'ai dit, annule-la. Si j'ai une fête, ma mère et moi l'organiserons. Ta mère n'habite même pas ici. Elle peut toujours me demander ce que je veux, ce qui la place déjà en tête. Elle a inspiré brusquement. Tu es incroyablement ingrate. Alors arrête de faire des choses que je n'ai pas demandées en les appelant des cadeaux. Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée là, tremblante, entre les pommes et la salade en sachet, et un pauvre homme faisant semblant de comparer des laitues a absolument tout entendu. Mon mari a appelé 3 minutes plus tard. Que as-tu dit à ma mère? Pas que s'est-il passé. Pas pourquoi es-tu en colère? Juste directement à la défense. Je lui ai dit de ne pas m'organiser une fête sans me demander. Elle essayait de faire quelque chose de gentil. Elle essayait de prendre une décision pour moi. C'est une fête. C'est du contrôle avec des ballons. Il a gémi. Tu fais paraître tout moche. Non, ta mère fait des choses moches avec un emballage poli. Il s'est tu, puis a dit, tu aurais pu la laisser faire ça. La laisser faire ça. La fête, la clé, les rendez-vous, l'argent, le récit, la première échographie, ma cuisine, mon mariage, ma fille. Combien exactement étais-je censé céder avant d'être qualifié de raisonnable? Au déjeuner le lendemain, j'ai tout raconté à ma collègue. Elle a mâché lentement, en écoutant, puis a dit, il ne s'agit pas d'une fête. Je sais. Je suis resté avec ça parce qu'elle avait raison. Ma belle-mère ne voulait pas seulement être incluse. Les gens inclus acceptent parfois un non. Les gens inclus demandent. Les gens inclus n'utilisent pas de double des clés comme s'ils étaient de la royauté inspectant une propriété. Ma collègue m'a donné le nom d'une avocate qu'elle avait utilisée lors de son divorce. Elle a dit que je n'étais pas obligé d'appeler.
Elle a dit qu'avoir le numéro pourrait me faire sentir moins piégé. Ce week-end-là, j'ai laissé un mot sur le réfrigérateur. Nous devons parler avant lundi. Il l'a vu. Je l'ai regardé le voir. Ses yeux ont parcouru les mots, puis il a ouvert le réfrigérateur, a pris une boisson et a fermé la porte. Lundi est arrivé, pas de conversation. Mardi est arrivé, rien. À ce moment-là, j'avais cessé de demander à parler parce que je voulais voir s'il en choisirait une de lui-même. Il ne l'a pas fait. À 24 semaines, nous avions l'échographie morphologique. Il est arrivé à l'heure. J'ai pensé qu'il avait peut-être enfin compris à quel point c'était important. J'étais adorable à l'époque. Nous étions assis dans le couloir de la clinique quand je l'ai vu à travers les portes vitrées. Sa mère, entrant comme si elle avait été invitée à la naissance d'un héritier royal. Je me suis tourné lentement vers lui. Pourquoi est-elle ici? Ses oreilles sont devenues rouges. Elle voulait en faire partie. Lui as-tu donné l'heure du rendez-vous? Elle a demandé. Et tu as répondu. C'est la grand-mère. Je suis la patiente. Il n'a pas répondu. Quand l'infirmière a appelé mon nom, je me suis levé et j'ai dit à la réceptionniste d'une voix si calme que je l'ai à peine reconnue, seul mon mari entre avec moi. Personne d'autre. Pendant l'échographie, je n'ai pas pu en profiter comme je le voulais. Le bébé bougeait et donnait des coups de pied. La technicienne a montré son petit profil, ses mains, ses pieds. Mon mari m'a serré la main une fois, et je voulais me sentir ému, mais tout ce à quoi je pouvais penser était, a-t-il fait ça parce qu'il le voulait, ou parce que sa mère était dans la salle d'attente et qu'il avait besoin d'une histoire à lui raconter? Après, elle nous a interceptés dans le couloir. Tu n'avais aucun droit, a-t-elle dit. Une femme enceinte près de la fontaine à eau a regardé. Un homme tenant un bambin s'est figé en plein goûter. J'ai dit, aucun droit à quoi? De me tenir à l'écart. C'était mon rendez-vous médical. C'est ma première petite fille. Elle est à l'intérieur de mon corps. Mon mari a marmonné, pouvons-nous ne pas faire ça ici? Je me suis tourné vers lui. Alors dis à ta mère d'arrêter. Les yeux de sa mère se sont remplis de larmes si rapidement que j'ai presque admiré l'habileté. Tu l'isoles, a-t-elle dit. Tu utilises ce bébé pour contrôler toute la famille. Je ne vous ai pas invité, ai-je dit. C'est toute la conversation. Elle s'est approchée. Tu es froide. Quelque chose en moi a craqué, mais silencieusement. Non, ai-je dit. J'ai fini d'être poli avec les gens qui confondent l'accès avec l'amour. Mon mari n'a rien dit. Ni dans le couloir, ni dans l'ascenseur, ni pendant que nous traversions le parking avec mes mains tremblant si fort. J'ai fait tomber les photos de l'échographie. Puis mon ventre s'est contracté. Ce n'était pas une vraie douleur de travail, évidemment. C'était une crampe dure et effrayante qui m'a fait m'arrêter à côté de la voiture et agripper la poignée de la porte. Contraction de Braxton Hicks, j'ai appris plus tard. Normal, en quelque sorte. Le stress peut les aggraver. Génial. Merveilleux. Mon corps avait rejoint la conversation de groupe. J'ai dû m'asseoir sur le siège passager pendant plusieurs minutes avant de pouvoir respirer normalement. Sur le chemin du retour, il a dit, elle voulait juste participer. J'ai regardé par la fenêtre. J'appelle l'avocate. Il m'a jeté un coup d'œil. Quelle avocate? Celle que j'aurais dû appeler avant que ta mère n'ait une clé. Ce soir-là, j'ai appelé. Avant cette réunion, j'ai changé la serrure. Je ne suis pas une personne manuelle. Je peux changer une ampoule et assembler une étagère bon marché si quelqu'un me donne des encas et un soutien émotionnel, mais je suis allé dans une quincaillerie, j'ai acheté une nouvelle serrure, j'ai regardé une vidéo 3 fois. Et ma collègue est passée pendant sa pause déjeuner pour m'aider à l'installer. Nous étions toutes les deux dans l'embrasure de la porte avec des tournevis, en sueur et fiers, quand elle a dit, c'est soit valorisant, soit insensé. Les deux, ai-je dit. La nouvelle clé semblait lourde dans ma paume. Quand mon mari est rentré, il a essayé sa clé et elle a fonctionné parce que je lui en avais laissé une. Puis il a vu l'ancienne serrure sur la table. Son visage est devenu pâle. Tu l'as changée? Oui. Sans me parler. Comme tu as donné une clé à ta mère sans me parler. Il a attrapé son téléphone. J'ai dit, si tu l'appelles maintenant, tu prouves que j'ai raison.
Il s'est figé, le téléphone à la main. Tu m'as humilié, a-t-il dit. Ça m'a presque fait rire. Tu veux dire que j'ai humilié ta mère? Elle sera blessée. J'ai été blessé quand elle est entrée chez moi. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Il a fait un sac et est allé chez ses parents cette nuit-là. Il a appelé Sav prendre de la distance. J'ai appelé Sav faire son rapport au quartier général. Le lendemain matin, j'ai trouvé le dossier. Il était dans le tiroir du bureau derrière de vieux papiers d'impôts et des manuels pour des appareils que nous ne possédions même plus. Je cherchais notre bail parce que l'avocate m'avait demandé de l'apporter. Au lieu de ça, j'ai trouvé 3 confirmations de paiement de la même société de financement dont j'avais vu l'avis déchiré dans la poubelle. Paiement mensuel, $480. Des dates remontant à avant notre mariage. Je me suis assise par terre, mon ventre me gênant, et j'ai lu chaque page tant de fois que les chiffres ont cessé de ressembler à des chiffres et ont commencé à ressembler à de petits pièges. Le solde total visible était de plus de $8000. Je ne savais pas à quoi servait le prêt. Je ne savais pas pourquoi il l'avait. Je ne savais pas pourquoi il ne me l'avait jamais dit, mais je savais ceci, de l'argent sortait de quelque part, et j'avais été l'idiote qui équilibrait les dépenses d'épicerie comme si nous étions juste un peu serrés. J'ai photographié chaque page. Puis j'ai remis le dossier exactement là où je l'avais trouvé parce qu'apparemment, j'étais devenue une espionne calme en leggings de maternité. Au bureau de l'avocate, j'ai apporté les relevés bancaires, les confirmations de paiement, des captures d'écran de textos que j'avais prises de mon propre téléphone, et une chronologie que j'avais tapée pendant une spirale de 3 heures du matin. L'avocate avait la quarantaine, était directe et avait l'expression d'une femme qui avait entendu toutes les versions possibles de « sa mère est impliquée ». Elle n'a pas halté. Elle n'a pas promis de vengeance. Elle a posé des questions pratiques. Le compte était-il joint? Oui. Les 2 salaires y allaient-ils? Principalement, oui. Les paiements de la dette ont-ils été effectués pendant le mariage? Je ne le savais pas encore. La dette datait-elle d'avant le mariage? Il semblait que oui. Le savais-je avant le mariage? Non. Sa mère avait-elle été impliquée financièrement? Je ne savais pas. Elle a tapoté les papiers. Vous avez besoin des relevés complets à partir de la date du mariage. Si des fonds matrimoniaux ont payé une dette prénuptiale dont vous n'étiez pas au courant, cela compte. Ma bouche est devenue sèche. Ça compte? Comment? Cela peut affecter le règlement. Cela peut justifier un remboursement. Cela dépend de votre état, des détails et de la façon dont tout a été géré. Mais ne devinez pas documenter. Documenter. Ma nouvelle religion. Elle m'a également dit d'ouvrir ou de réactiver un compte bancaire individuel et de commencer à y mettre une partie de mon salaire. Pas pour cacher de l'argent, pas pour vider le compte joint, juste pour protéger ma capacité à fonctionner si les choses empiraient. Je l'ai fait cet après-midi-là. Puis il a laissé son téléphone déverrouillé sur la table basse. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Je ne vais pas non plus prétendre que j'ai flotté au-dessus de la situation avec une moralité parfaite et une bougie. Je l'ai pris. Ses messages avec sa mère étaient ouverts. Et c'est à ce moment-là que mon estomac est tombé si bas que j'ai cru que j'allais être malade. Il y avait des textos datant de nos disputes, pas seulement après, pendant. Elle l'avait coaché. Dit ceci. Elle réagit de manière excessive. Ne t'excuse pas, elle s'en servira. Dis-lui que la grossesse ne fait pas d'elle le patron. Si elle parle de l'argent, dis que c'était pour un ami. Je me suis assise sur le canapé avec son téléphone à la main, lisant mon propre mariage depuis les coulisses. Il y avait des messages sur la clé. Tiens bon. Si tu cèdes maintenant, elle contrôlera tout après le bébé. Des messages sur le rendez-vous. J'avais besoin de toi aujourd'hui, a écrit sa mère après l'histoire du robinet. Elle a des médecins autour d'elle. Je n'ai que toi. Pas pour avoir manqué le rendez-vous, pour l'avoir déçu. Puis j'ai trouvé les pires. Sa mère m'a qualifié d'instable. Pas de manière désinvolte, stratégiquement. Elle pourrait avoir une dépression prénatale, a-t-elle écrit. Si elle continue d'agir comme ça, tu dois en parler aux gens avant qu'elle ne déforme la situation. Mes mains se sont mises à trembler. Un autre message datant de 2 mois plus tôt. Il a écrit, j'ai peur qu'elle le découvre.
Sa mère a répondu, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai lu celui-là 5 fois. Découvrir quoi? Le prêt, évidemment. L'argent, les paiements, les papiers de garant avec son nom dessus. Elle ne le protégeait pas seulement de moi. Elle se protégeait aussi d'être découverte. J'ai tout photographié. Mes doigts bougeaient si vite que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai envoyé les images sur mon propre téléphone, puis j'ai supprimé la petite trace partagée du mieux que j'ai pu. Encore une fois, pas fier, mais pas désolé non plus. Les deux peuvent être vrais. J'ai remis le téléphone exactement où il était. Puis je suis allé à la salle de bain, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai pleuré en silence avec ma main sur la bouche parce qu'il dormait dans la pièce voisine, et je ne voulais pas qu'il sache que je savais. J'ai appelé ma mère et j'ai dit, « Peux-tu venir la semaine prochaine? J'ai besoin d'aide pour la chambre du bébé. » Elle a dit, « Je réserve le billet. » Elle n'a pas demandé si les choses allaient plus mal. Les mères savent. Quand elle est arrivée, j'ai failli m'effondrer à la zone de ramassage de l'aéroport. Je me suis contenu jusqu'à ce qu'elle mette son sac dans le coffre. Puis j'ai commencé à sangloter si fort qu'un agent de sécurité a jeté un coup d'œil comme s'il n'était pas sûr que ce soit une réunion de famille ou une prise d'otage. Je suis désolé, n'arrêtais-je pas de dire. De quoi? A-t-elle demandé. D'avoir été stupide. Elle a pris mon visage entre ses deux mains. N'ose pas te traiter de stupide parce que quelqu'un t'a menti. Ça a aidé. Pas assez, mais un peu. Puis mon mari est rentré. Il a vu ma mère dans le salon et s'est arrêté. Oh, a-t-il dit. Ma mère a souri poliment. Bonjour. Il savait. Peut-être pas exactement quoi, mais il savait que l'air avait changé. Il n'y avait plus d'atterrissage en douceur. Je lui ai demandé de s'asseoir. Ma mère est restée dans le fauteuil, sans planer, sans interrompre, juste là, témoin. Il a fixé les papiers. Qu'est-ce que c'est? C'est de ça que nous parlons. Sa mâchoire s'est crispée. Tu as fouillé mon téléphone. Oui. Il a regardé ma mère comme si elle allait peut-être halter devant mon invasion de la vie privée. Elle n'a pas scié. J'ai dit, nous pourrons en parler après avoir parlé du fait que ta mère te souffle tes répliques pendant nos disputes. Son visage est devenu rouge. Les messages sont hors de contexte. J'en ai pris un. D'accord, contextualise et si elle parle de l'argent, dis que c'était pour un ami. Silence. Ma mère a bougé dans son fauteuil. J'ai pris une autre page. Ou celui-ci. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. De quoi s'occupait-elle? Il a attrapé son téléphone. J'ai dit, si tu l'appelles, cette conversation se termine. Sa main s'est arrêtée à mi-chemin. Pour la première fois de notre mariage, il ne l'a pas appelé. Ça aurait dû sembler être un progrès. Ça semblait surtout pathétique. Il a baissé la main et a fixé le sol. Quel est le secret? Ai-je demandé. Le lendemain matin, il est parti tôt au travail sans rien dire. Il a ignoré mes textos toute la journée. Ma mère et moi étions assises à la table de la cuisine avec du café. Aucune de nous n'a fini. Elle a demandé s'il y avait un courriel partagé du début de notre relation. Il y en avait un. Nous en avions utilisé un pour les demandes d'appartement, les factures, les devis de fournisseurs de mariage, toutes ces choses ennuyeuses de couple que les gens trouvent romantiques parce qu'ils sont encore stupides et heureux. Je me suis connecté. La boîte de réception était principalement remplie de vieux courriels indésirables. Des confirmations d'appartement, des avis de service public, une recette que je m'étais un jour envoyée par courriel parce qu'apparemment j'avais 80 ans d'esprit. Puis j'ai cherché le nom de la société de financement. Le voilà. Approbation de prêt, 18 000 $, 6 mois avant notre mariage. J'ai cliqué et j'ai senti tout mon corps se glacer. Puis j'en ai trouvé un autre. Sa mère était garante. Ma mère, lisant par-dessus mon épaule, a murmuré, « Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. » Digne. Il y avait aussi un ancien fil de discussion entre lui et sa mère, transféré sur ce compte par erreur, par paresse ou parce que l'univers en avait finalement assez que je sois ignorante. Sa mère a écrit, « Ne le lui dis pas avant le mariage. Elle paniquera et en fera toute une histoire. » Il a écrit, « Et si elle le découvre plus tard ?»
Elle a répondu, plus tard, vous serez mariés. Les couples gèrent les choses ensemble. J'ai repoussé la chaise si fort qu'elle a raclé le sol. Les couples gèrent les choses ensemble. Sauf que je n'avais pas été un couple. J'avais été un plan de paiement avec un utérus. J'ai tout imprimé. Au bureau de l'avocate, elle a comparé les courriels avec les relevés bancaires et a trouvé ce que j'avais été trop bouleversé pour voir clairement. Au moins $6 200 avaient été payés depuis notre compte joint pour ce prêt pendant notre mariage, peut-être plus en fonction de quelques mois manquants que nous avons demandé à la banque. $6 200. J'ai pensé à chaque fois que je faisais les courses où je reposais les plus beaux fruits parce qu'ils étaient trop chers. Chaque fois que je travaillais une garde supplémentaire et que je rentrais à la maison avec les pieds endoloris. Chaque fois qu'il disait « nous devrions faire attention ce mois-ci ». Chaque fois que sa mère apportait de la nourriture pour lui, comme si je ne parvenais pas à subvenir à ses besoins. Je voulais crier. L'avocate a dit, cela nous donne quelque chose de concret. Concret? Ça sonnait bien. J'avais vécu dans le brouillard pendant si longtemps. Concret sonnait luxueux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ma mère est restée éveillée avec moi dans la chambre. Toutes les deux assises contre la tête de lit avec la lampe allumée, les courriels imprimés empilés entre nous comme une troisième personne. Je l'aurais épousé quand même s'il me l'avait dit, ai-je dit à un moment donné. Ma mère m'a regardé. Peut-être. Je le pense vraiment. Peut-être que tu l'aurais fait. Mais tu aurais choisi les yeux ouverts. C'est ça la différence. Je détestais à quel point c'était simple. La semaine suivante, par l'intermédiaire de l'avocate, je lui ai donné des conditions. Pas de contact imprévu avec sa mère au sujet de notre mariage pendant 6 mois. Elle n'entrait pas dans notre appartement. Elle ne recevait pas d'informations médicales, de nouvelles du bébé, d'heures de rendez-vous ou de détails privés à moins que je ne sois d'accord. Il devait commencer à rembourser les $6 200 qui provenaient de notre compte joint. Thérapie pour nous dans les 30 jours. Thérapie individuelle pour lui s'il voulait que j'envisage même de croire qu'il comprenait le problème. Il devait assister à tous les rendez-vous prénatals restants, sauf en cas de véritable urgence, et les inconvénients domestiques de sa mère ne comptaient pas. Il a lu le document à la table de la cuisine. Son visage est passé de la colère à la honte, puis de nouveau à la colère, comme si la honte était trop chaude à supporter. C'est humiliant, a-t-il dit. J'ai dit, tout comme être traité d'instable par ta mère pendant qu'elle te coachait pour me mentir. Il a tressailli. J'ai besoin de réfléchir. Alors réfléchis. Il a emmené le document à sa mère, mais quelque chose a changé cette fois. Il n'est pas revenu avec ces mots immédiatement chargés dans sa bouche. Il est resté parti pendant des heures. Puis il est rentré et a dit qu'il avait besoin de 3 jours. Pendant ces 3 jours, sa mère a perdu la tête. Elle a appelé mes proches. Elle a appelé mes parents. Elle a de nouveau essayé ma cousine, la même qu'elle avait utilisée auparavant. Elle a dit aux gens que je manipulais son fils, que je l'isolais, que j'utilisais la grossesse pour contrôler la famille et que j'étais probablement influencé par ma mère. Ma mère a répondu à chaque appel qu'elle a reçu avec un calme qui devrait être étudié par les scientifiques. Elle a des relevés bancaires, a dit ma mère à une personne. Elle a des messages. Elle a des rendez-vous médicaux qu'il a manqués. Ce n'est pas un malentendu. Ma belle-mère ne s'attendait pas à des faits. Les gens comme ça s'attendent à des sentiments parce que les sentiments sont plus faciles à dépeindre comme de l'hystérie. Même son père a finalement réagi. À 32 semaines, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des douleurs abdominales, pas des crampes comme avant, pire. Assez vives pour que je me redresse en haletant. Ma mère était rentrée chez elle à ce moment-là parce qu'elle ne pouvait pas rester éternellement. Et je me suis soudain senti très seul. Mon mari n'était pas dans le lit. Il était parti se vider la tête après une autre conversation tendue et avait dit qu'il serait de retour dans 1 heure. C'était il y a des heures. Je lui ai envoyé un texto. J'ai des douleurs. Je vais à l'hôpital. Pas de réponse. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai appelé ma collègue. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil, mais instantanément alerte. J'arrive, a-t-elle dit. Mon mari a répondu 40 minutes plus tard. En route. Quand il est entré dans la salle d'observation, ses cheveux étaient en désordre et son visage était pâle,
et il sentait le parfum de sa mère. Pas faiblement, pas imaginé. Le même parfum floral poudré qui s'accrochait aux vêtements de bébé quand elle avait envahi mon appartement. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose en moi reculer. « Étais-tu chez ta mère ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le moniteur bipait régulièrement à côté de moi comme si même la machine attendait. Elle était contrariée, a-t-il dit. J'étais à l'hôpital. Je ne savais pas. Tu n'as pas répondu. Il a baissé les yeux. Je suis désolé. J'ai détourné le visage. Ces excuses n'ont atterri nulle part. Elles sont juste tombées sur le sol entre nous et y sont restées. Les dernières semaines de grossesse ont été étranges. Nous nous déplacions dans l'appartement comme deux personnes répétant une vie normale pour un public qui n'était pas là. Il a commencé la thérapie. Il a assisté au rendez-vous. Il n'a pas donné la nouvelle clé à sa mère. Il avait aussi l'air misérable, comme si faire des tâches de mari de base dans des conditions documentées était un exil personnel. Je n'étais pas exactement chaleureuse non plus. J'étais en colère, enflée, effrayée et si fatiguée d'être la seule adulte dans une pièce remplie de gens plus âgés que moi. À 38 semaines, le travail a commencé à 2 heures du matin. Mes os ne se sont pas rompus de manière spectaculaire sur le sol. Je me suis juste réveillé avec des contractions qui semblaient différentes, basses et sérieuses. Et j'ai su. Je me suis assise sur le bord du lit, respirant à travers l'une d'elles pendant que mon mari s'agitait comme s'il n'avait jamais vu de sac auparavant. « Appelle ma collègue », ai-je dit. « Je peux te conduire. » J'ai dit, « Appelle-la. » Il l'a fait. Elle est arrivée avant que nous ne partions parce qu'elle habitait plus près que n'importe qui et conduisait apparemment comme une femme en mission. Elle est entrée en pantalon de survêtement et une veste par-dessus un pyjama, les cheveux en chignon désordonnés. Pas de maquillage, entièrement prête à combattre Dieu. « Prête ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit. Bonne réponse, honnête. Mon mari était là. Il m'a tenu la main. Il avait l'air effrayé. Il a dit des choses de soutien qui aidaient parfois et parfois me donnaient envie de le mordre. À un moment donné pendant le travail actif, il a quitté la pièce. « Toilette ?» a-t-il dit. Je n'y ai pas beaucoup pensé. J'étais occupé à essayer de ne pas me séparer de mon propre corps. Il est revenu avec son téléphone dans la poche et n'a pas voulu croiser mon regard. 2 heures plus tard, ma collègue est sortie pour parler à une infirmière. Elle est revenue avec un visage que je n'ai pas aimé. « Quoi ?» ai-je demandé. Elle a regardé mon mari, puis moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, il a dit « Ma mère est ici ». La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du moniteur et de ma respiration. Je pensais que la douleur avait déjà pris toute la place dans mon corps. J'avais tort. La rage a trouvé de la place. « Comment ça, ta mère est ici ?» Elle est venue à la réception. Comment le savait-elle? Il a dégluti. J'ai agrippé la barre du lit. Comment le savait-elle? Je le lui ai dit. Ma collègue a prononcé son nom doucement, pour l'avertir. Il s'est empressé de continuer. Je pensais qu'elle voudrait savoir. C'est ma mère. Je l'ai dévisagée. Je lui avais donné une seule limite. Une. Après tout, après la clé et les messages et l'argent et le rendez-vous et la peur à l'hôpital, la limite était simple, elle ne participe pas à ça à moins que je ne le dise. Et il l'a franchie pendant que j'étais en travail. Pas après, pas quand le bébé était en sécurité et que je pouvais réfléchir, pendant, alors que j'étais vulnérable, effrayé et en douleur. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Je sais que cela incluait le sort et ne me touche pas, et probablement quelques mots qui feraient semblant à ma mère de ne pas entendre. L'infirmière est entrée parce que ma tension artérielle a grimpé. Ma collègue m'a pris la main et s'est penchée près de moi. « Regarde-moi », a-t-elle dit. Pas lui, moi. Dehors, quelque part dans le couloir, ma belle-mère exigeait apparemment d'être autorisée à entrer parce qu'elle était la grand-mère. J'ai entendu des voix s'élever une fois. Un agent de sécurité est intervenu. L'infirmière m'a dit qu'il s'en occupait et qu'elle n'entrerait pas. Mon mari se tenait près du mur, pâle et inutile. Le bébé est arrivé 50 minutes plus tard. Ma fille est née en criant, le visage rouge, furieuse et parfaite. Ils l'ont placée sur ma poitrine,
et toute la pièce s'est rétrécie à son petit corps chaud, sa petite bouche, ses petits poings en colère. J'ai pleuré si fort que je ne pouvais pas voir. Je n'arrêtais pas de dire « Salut, bébé. Salut. Je suis là. Je suis là. » Pendant un moment, rien d'autre n'existait. Puis mon mari s'est approché. Je l'ai laissé la voir. Je ne suis pas un monstre, malgré ce que la campagne de relations publiques de sa mère suggérait. Je l'ai laissé toucher son petit pied. Il a pleuré aussi. Et peut-être qu'une fois, cela m'aurait adouci, mais je ne lui ai pas parlé. Pas pendant des heures. Ma belle-mère a été renvoyée chez elle sans voir le bébé. 3 jours après la sortie de l'hôpital, je ne suis pas rentré avec lui. Ma mère était revenue après la naissance et avait loué une chambre pour une semaine à 10 minutes de notre appartement. Pas chic, pas mignon. Mur beige, petite kitchenette, lit raide, une odeur de produits de nettoyage et de vieilles moquettes. C'était parfait parce qu'il y avait une porte dont il n'avait pas la clé. J'y suis allé avec ma fille. Je lui ai envoyé un texto depuis le siège passager pendant que ma mère conduisait. J'ai besoin d'espace. Nous sommes en sécurité. Je te contacterai demain. Il a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto, tu ne peux pas prendre ma fille. J'ai répondu, je ne disparais pas. Je me remets de l'accouchement et de ce que tu as fait à l'hôpital. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai pleuré doucement pendant que ma fille dormait dans son siège auto en faisant de petits bruits couinants. Pendant 3 jours, il ne l'a pas vue. L'avocate nous a dit de tout documenter et de garder les visites calmes si une séparation était possible. Donc, après 3 jours, j'ai accepté qu'il puisse voir le bébé un jour sur 2 dans des lieux neutres. Une pièce calme au bureau de l'avocate une fois, un salon de centre communautaire, l'appartement de ma collègue quand elle l'a proposé parce qu'elle collectionnait apparemment des points de sainteté. Pas de belle-mère, pas près du bâtiment, pas dans la voiture, pas en appel vidéo, pas en lui chuchotant des instructions par téléphone. Il a accepté. Sa mère a essayé de me contacter par tous les canaux possibles. Appel, texto, courriel, message par des parents. J'ai tout bloqué. Si les signaux de fumée avaient été disponibles, je suis sûr qu'elle aurait été sur un toit quelque part. Quand ma mère me l'a dit, je suis resté assise là, tenant un bavoir. Séparé, ai-je dit. C'est ce qu'il a dit. Pendant ce temps, mon mari a loué un petit studio après quelques nuits dans un hôtel. Il a commencé une thérapie individuelle la semaine suivante sans que je le supplie. Mon mari venait pour les visites. Il était maladroit au début. Il tenait le bébé comme si elle était faite de verre et de factures impayées. Il n'a pas mentionné sa mère, pas une seule fois. Il a apporté des couches. Il a demandé ce dont j'avais besoin. Parfois je répondais. Parfois je disais, je ne sais pas, parce que je ne savais pas. À la fin du 2e mois, j'ai accepté de retourner en thérapie avec lui. Il m'a dit après une séance qu'il avait prononcé les mots dépendance émotionnelle. J'ai failli laisser tomber le biberon que je l'avais. Tu as dit ça? Oui. Sans que le thérapeute le dise en premier? Il m'a jeté un regard fatigué. J'essaie. Il a également commencé à me rembourser. 350 $ par mois, documenté, transféré sur mon compte individuel. Pas le compte joint, pas en espèces, pas j'ai fait les courses, donc ça compte. Des paiements réels pour les 6200 $ utilisés pour la dette que je n'avais jamais accepté de porter. Je ne l'ai pas remercié. Certaines choses ne sont pas des faveurs. Au début du 3e mois, j'ai réemménagé dans l'appartement avec le bébé. Ma mère est rentrée chez elle après m'avoir fait promettre sur un ton qui suggérait qu'elle me hanterait personnellement que j'appellerais si quelque chose n'allait pas. Mon mari a réemménagé 2 semaines plus tard. Nous avons signé des règles. Oui, signé. Comme des colocataires qui avaient survécu à une catastrophe naturelle et ne faisaient plus confiance aux bulletins météo-verbaux. Sa mère n'entrait pas dans l'appartement. Sa mère ne recevait pas d'informations sur le bébé directement de lui. Sa mère n'apparaissait pas aux rendez-vous, aux vacances, aux anniversaires ou aux mardis aléatoires sans mon approbation. Si elle le contactait à propos de moi, de notre mariage ou du bébé, il me le disait. S'il violait cela, je repartirais. Il a signé. J'ai signé. La serrure que j'avais changée est restée. Le compte individuel est resté.
Les mois ont passé. Il a fait mieux. C'est la vérité honnête. Il rentrait à la maison et lavait les biberons sans qu'on le lui demande. Il a appris les signaux du bébé. Il a pris les gardes de nuit quand j'ai dû retourner travailler à temps partiel. Il a cessé de faire de moi la gestionnaire de sa vie d'adulte, du moins la plupart du temps. Parfois, il retombait dans de vieilles habitudes. Il demandait où se trouvait quelque chose sans regarder, et je le fixais jusqu'à ce qu'il le trouve lui-même. Une fois, il a dit « Ma mère, moi aussi » et s'est arrêté en pleine phrase comme s'il avait touché une plaque chaude. « Attention » ai-je dit. « Je sais » a-t-il dit. Ma belle-mère est restée à l'écart parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était nouveau pour elle. Le choix avait toujours été quelque chose qu'elle prenait aux autres et appelait amour. 8 mois après la naissance du bébé, elle lui a envoyé un message. Il me l'a apporté au lieu de répondre seul. Ce seul geste était un tel changement que j'ai dû m'asseoir. Elle dit qu'elle veut savoir si elle peut rencontrer le bébé, a-t-il dit. Elle dit qu'elle comprend qu'elle a fait des erreurs. J'ai regardé le téléphone. Que veux-tu ? A-t-il demandé. Cette question m'a presque blessé parce que pendant des années, ce que je voulais avait été traité comme un obstacle, une humeur, un événement hormonal, un problème à gérer. Maintenant, il se tenait dans notre cuisine, demandant et attendant. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai pris 2 jours, puis j'ai donné ma réponse. Un appel vidéo, 20 minutes, supervisé par lui. Je n'avais pas besoin d'être présente. Pas de capture d'écran, pas d'enregistrement, pas de demande de plus de temps, pas de visite en personne. Pas maintenant, pas bientôt. Peut-être jamais, mais certainement pas maintenant. Il l'a envoyé exactement comme je l'avais dit. Elle a accepté. Pas de négociation. Pas de « mais je suis la grand-mère ». Pas de « c'est cruel ». Juste d'accord. La femme qui était autrefois entrée dans mon appartement avec sa propre clé, avait réarrangé ma cuisine, lavé les vêtements de mon bébé avant même que ma fille ne soit née, coaché mon mari pour me mentir, et avait essayé de se tenir devant ma salle d'accouchement comme si elle avait un billet. Devait maintenant attendre la permission pour un appel vidéo de 20 minutes. Je suis resté dans la chambre pendant l'appel, la porte fermée. Je pliais mal le linge et j'écoutais ma fille babiller depuis le salon. Je pouvais entendre la voix de mon mari, calme et prudente. J'ai entendu sa mère pleurer une fois, doucement. Je ne suis pas sorti. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas géré la situation. Quand ça s'est terminé, il a frappé. Puis-je entrer ? Oui, ai-je dit. Il m'a dit qu'elle avait pleuré, dit que le bébé était magnifique, l'a remercié pour l'appel et n'a pas demandé plus. J'ai hoché la tête. C'est bien, ai-je dit. C'était tout ce que j'avais. Son père, toujours séparé d'elle, a envoyé une carte d'anniversaire pour le bébé. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste une carte avec un petit animal dessus et une courte note disant qu'il espérait qu'elle était heureuse et en bonne santé. Je l'ai mise dans son tiroir. Mon compte individuel avait 3 400 $ à ce moment-là, plus ses remboursements mensuels arrivant sans que je le demande. Ce chiffre importait moins que ce qu'il représentait. J'avais une issue de secours si j'en avais besoin. Une petite issue, bien sûr. Pas une évasion de film, pas une nouvelle vie du jour au lendemain, mais une porte. L'appartement avait toujours la serrure que j'avais changée de mes propres mains avec le soutien chaotique du tournevis de ma collègue. Parfois, je la regardais et je me sentais gêné de la fierté qu'une serrure pouvait me donner. Puis je me souvenais de l'odeur de l'assouplissant de cette autre femme dans la chambre de mon bébé et je décidai que la fierté était autorisée. Non, ce n'est probablement pas la fin que les gens veulent. Les gens aiment les fins nettes, les papiers de divorce ou les vœux renouvelés, le méchant vaincu, le mari transformé, la belle-mère exilée dans un désert émotionnel. Tout le monde applaudit. La vraie vie est plus désordonnée que ça. Mon mari essaie. Je le crois. Je crois aussi qu'essayer n'efface pas ce qui s'est passé. Il ne peut pas devenir un partenaire décent et s'attendre ensuite à ce que je prétende qu'il n'a jamais été un lâche. Sa mère n'obtient pas un appel vidéo poli pour ensuite revenir au centre de la famille comme si rien n'avait brûlé. Et moi, je ne suis plus la même non plus. Je ne suis pas plus douce de la manière que les gens aiment que les femmes soient plus douces. Je suis plus douce avec ma fille, avec moi-même, parfois avec des amis qui se présentent à minuit en pantalon de survêtement.
Mais je suis plus dur sur les bords qui se faisaient autrefois piétiner. Je pose des questions maintenant. Je vérifie les relevés. Je dis non sans construire toute une défense juridique autour de ça. Parfois, ma voix tremble quand je le dis, mais ça compte quand même. L'autre soir, mon mari a fait la vaisselle après le dîner pendant que j'étais assise par terre avec notre fille, la regardant frapper une cuillère en plastique contre un bol comme si elle avait d'importants travaux de construction à terminer. Il m'a regardé et a dit, « J'ai pensé à cette nuit-là. » Quelle nuit? La vaisselle. Quand j'ai appelé ma mère. J'ai failli faire une blague, quelque chose de méchant et facile, mais j'ai attendu. Il a dit, « J'aurais dû la faire. » J'ai ri alors, pas cruellement, juste parce qu'après tout, après les avocats et l'accouchement et la dette cachée et la thérapie, la phrase était si petite. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il a hoché la tête et est retourné à l'évier. Ma fille a frappé la cuillère et a poussé un cri de joie, complètement inconsciente que le monde avait failli se briser à cause d'assiette et d'une poêle. Et je l'ai regardée et j'ai pensé, non, pas dans sa maison, pas dans sa vie. Elle ne grandira pas en regardant sa mère céder la paix à des gens qui appellent le contrôle de l'amour. Elle me verra faire des erreurs. J'en suis sûr. Elle me verra pleurer. Elle m'entendra probablement jurer à voix basse quand je laisserai tomber quelque chose parce que je ne suis pas soudainement une sainte. Mais elle verra aussi des serrures changer quand elles doivent l'être. Elle verra l'argent protégé. Elle verra les excuses mesurées par le comportement, pas par les discours. Elle verra qu'une femme peut aimer quelqu'un et garder quand même une porte disponible. Et si un jour elle demande pourquoi grand-mère n'existe que par petits morceaux prudents, je ne lui raconterai pas toute l'histoire laide quand elle sera trop jeune. Je ne lui ferai pas porter la douleur des adultes comme un bijou de famille. Je lui dirai juste la vérité d'une manière qu'elle peut comprendre. Je dirai, parce que maman a dû apprendre qu'être gentil ne signifie pas laisser les gens entrer chez toi sans frapper. Cette leçon m'a coûté assez cher. Je la garde.